Violence des forces armées en Ouganda, au moins 18 journalistes agressés. Alors qu'ils couvraient l'élection législative partielle de Kawempe, au nord de la capitale ougandaise Kampala, au moins 18 journalistes ont été violemment attaqués par les forces de l'ordre. Reporters sans frontières, RSF, condamne fermement ces agressions violentes et appelle les autorités à garantir la sécurité des journalistes, en veillant notamment à ce que les engagements pris par l'armée soient tenus. Ils nous ont fait enlever nos t-shirts pour nous couvrir le visage, nous ont forcés à nous allonger et nous ont frappés avec des matraques, déplore auprès de RSF Abubakar Lubowa, photojournaliste au quotidien indépendant Daily Monitor. Au moins 13 journalistes dépêchés pour couvrir les élections législatives partielles de Kawempe, un quartier du nord de Kampala, le 13 mars dernier, ont été violemment frappés par les forces de sécurité ougandaises, notamment la Force de défense du peuple ougandais, Uganda People's Defense Force, UPDF, et l'agence de sécurité antiterroriste ougandaise, Joint Antiterroriste Task Force, JAT. 3 semaines plus tôt, 5 autres journalistes avaient eux aussi été attaqués lors de la couverture de la campagne électorale. L'un d'eux a failli perdre la vue de l'œil gauche. Tous portaient des gilets de presse et étaient identifiables en tant que journalistes. Face à l'ampleur des violences commises par ses membres, dès le 13 mars, l'UPDF a publié un communiqué annonçant l'ouverture d'enquêtes dont les résultats guideront les procédures disciplinaires appropriées. Contacté par RSF, le porte-parole de l'UPDF, Chris Majesi, a indiqué que ces violences résultaient d'un manque de compréhension et de coordination, et que les journalistes avaient dû être confondus avec des partisans violents. Il a également soutenu l'idée d'effectuer plus de formation des membres des forces armées à la protection des journalistes lors de tels événements. L'extrême violence dont les forces de l'ordre ont fait preuve envers des journalistes clairement identifiés confirme les graves problèmes de sécurité auxquels les professionnels des médias sont confrontés dans le pays. Un tel traitement, à la fois par l'armée et par une agence antiterroriste à un moment aussi crucial que des élections, est inacceptable. Alors que le pays se dirige vers une élection présidentielle dans moins d'un an, il est primordial que les journalistes puissent travailler en toute sécurité. RSF appelle les autorités ougandaises à s'assurer que l'armée tienne ses engagements quant à l'ouverture d'enquêtes appropriées et à la prise de sanctions contre les responsables de ces actes, ainsi qu'au développement de formation de ses membres afin de garantir la protection des journalistes. Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF. Traitement dégradant. Alors qu'il était sur place pour couvrir l'arrivée d'un candidat au bureau de vote de Kazangola, dans le quartier de Kawempe, toujours le 13 mars, au moins 6 journalistes ont été attaqués puis séquestrés pendant plus d'une heure, dans un van de l'armée. Raymond Amal, journaliste à la télévision privée NTV Uganda, son caméraman Denis Kabugo et Abubakar Lubowa ont la même version. Après leur avoir confisqué leurs chaussures, leurs montres et leur matériel, les officiers, dont le visage était masqué, les ont frappés aux genoux, à la tête, aux côtes et aux coudes. Ils nous ont dit de nous allonger dans le van, puis de faire semblant de dormir, de ronfler. Ils nous forçaient à compter jusqu'à 15 en nous frappant à chaque numéro. Il faisait très chaud et on ne voyait rien, témoigne l'un d'entre eux. Tous leurs appareils ont été détruits. Tous ont dû se faire soigner à l'hôpital. Les journalistes Ibrahim Ruweza et Isaac Nuwagaba du média New Vision ont aussi été séquestrés les yeux bandés durant 20 minutes dans une camionnette par des membres masqués de l'agence de sécurité antiterroriste ougandaise, Joint Antiterroriste Task Force, JAT, qui les ont frappés avec des matraques et des câbles électriques, avant de les forcer à effacer leurs vidéos. Au moins 13 journalistes ont été violemment battus ce jour-là, dont au moins 10 ont dû aller à l'hôpital. Plusieurs reporters ayant assisté aux scènes de violence ont préféré cesser leur reportage et rentrer à leur rédaction. D'autres ont ôté leur gilet de presse pour éviter d'être ciblés. Campagne ultra-violente. Le 26 février, alors qu'il couvrait l'agression d'un candidat du parti d'opposition par les forces de sécurité dans le cadre des élections, le journaliste de la chaîne de télévision privée Top TV Miracle à Hébreu a failli perdre la vue d'un œil.
2 officiers de la JAT l'ont frappé plusieurs fois au visage avec une matraque, selon son témoignage à RSF, le blessant grièvement. Au moins 4 autres journalistes de NBS TV et de NTV Jugend ont été agressés lors de leur couverture de cette campagne électorale. 2 d'entre eux ont été attaqués par des agents de la JAT ayant ouvert le feu à plusieurs reprises dans leur direction. L'Ouganda occupe actuellement la 128e position sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2024. Guerre dans l'est de la RDC, les affrontements se poursuivent malgré les appels au cessez-le-feu. Malgré les récents appels au cessez-le-feu, les affrontements entre les FARD et les rebelles du M23/AFC soutenus par le Rwanda se poursuivent jusqu'à ce jeudi 20 mars. La rébellion continue son avancée en défiant les différents cessez-le-feu, dont le suivi demeure complexe. Le dernier cessez-le-feu immédiat et inconditionnel avait été convenu le 19 mars entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame lors d'une rencontre à Doha, au Qatar. 4 jours plus tôt, le 15 mars 2025, João Lourenço, président de l'Angola, de l'Union africaine et médiateur dans le conflit de l'Est de la RDC, avait lancé un appel similaire. Celui-ci exigeait l'arrêt des combats, l'interdiction de toute action hostile contre la population civile et toute tentative de conquête de nouvelles positions dans la zone de conflit. Cet appel s'inscrivait dans la perspective de négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23, prévu le 18 mars à Luanda, mais annulé après le retrait des rebelles du processus. Tous ces appels restent lettre morte. Malgré ces initiatives diplomatiques, les combats se poursuivent et les rebelles gagnent du terrain. L'absence d'un engagement formel des parties au conflit, en particulier du M23/AFC, le manque de mesures coercitives en cas de violation et les difficultés de surveillance du respect des cessez-le-feu figureraient parmi les principales raisons de leur non-application, estiment plusieurs analystes. De plus, à ce jour, le M23/AFC n'a jamais officiellement signé ni reconnu ces accords de cessez-le-feu, rendant leur mise en œuvre encore plus difficile. Pourtant, ces violations répétées mettent à mal les efforts diplomatiques visant la désescalade de la crise dans l'est du pays. Et de la RDC, les diplomates francophones appellent à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 des zones occupées et au démantèlement des administrations parallèles. Alors que la République démocratique du Congo fait face à la violation de sa souveraineté par le Rwanda via la rébellion du M23, les ambassadeurs francophones en RDC ont réaffirmé leur attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la RDC en particulier. Dans une déclaration faite ce jeudi 20 mars 2025 en marge de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, ces diplomates expriment leur vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays, en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chefs-lieux du Nord et du Sud Kivu, le 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23, de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place, ont-ils fait savoir dans leur déclaration lue par Chaspé Sarotte, ambassadeur suisse en RDC. Ces diplomates ont également apporté leur soutien aux initiatives diplomatiques régionales pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invité de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi, ont-ils indiqué dans leur déclaration.
Pour y parvenir, ils appellent à la cessation des hostilités entre parties prenantes pour reprendre le dialogue et parvenir à un règlement durable et pacifique du conflit. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23. Nous encourageons, dans ce sens, les deux pays à reprendre le dialogue afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui n'a qu'en trop endeuillé la population congolaise et qui porte en elle de sérieux risques de déstabilisation de toute la région des Grands Lacs, ont-ils prévenu dans leur déclaration. Pendant ce temps, le dialogue entre Kinshasa et l'AFC/M23 qui devait débuter le mardi 18 mars dernier à Luanda sous la médiation angolaise est reporté. Les rebelles ayant renoncé à y participer après les sanctions ciblées de l'Union européenne contre certains dirigeants de la rébellion. Pour sa part, le gouvernement angolais a évoqué des circonstances de force majeure. Kinshasa plaide pour une réponse régionale coordonnée, l'application des décisions du sommet EAC-SADC du 8 février, et la mise en œuvre immédiate de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC exige également un cessez-le-feu inconditionnel, le retrait des forces rwandaises, RDF, et du M23, la réouverture des aéroports de Goma et Kavumu, ainsi que l'ouverture d'un corridor humanitaire. RDC Rwanda, Antonio Guterres souligne l'importance de la mise en œuvre de la résolution 2773. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, favorable à une solution politique négociée au conflit entre la RDC et le Rwanda, a souligné mercredi l'importance de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, qui a vivement exhorté Kinshasa et Kigali à reprendre les pourparlers diplomatiques et réaffirmer le rôle crucial des processus de Luanda et de Nairobi. Au lendemain de la rencontre inattendue Tshisekedi Kagame à Doha, le chef de l'ONU a félicité l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, pour sa médiation qui vise à jeter les bases d'une paix durable dans l'est de la RDC. Dans la foulée, Antonio Guterres a souligné l'importance de la mise en œuvre de la résolution 2773-2025 du Conseil de sécurité. On m'a interrogé sur les efforts de médiation concernant la République démocratique du Congo, et je peux dire que le secrétaire général est reconnaissant à l'émir pour la médiation du Qatar entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il souligne que le cessez-le-feu convenu lors du sommet conjoint CE-SADC du 8 février doit être respecté. Nous soutenons pleinement l'accord de poursuite des discussions, tel qu'envisagé dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, a déclaré mercredi Farhan Rek, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. Dans la résolution 2773, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a appelé les forces rwandaises de défense, RDF, à cesser de soutenir le M23 et à se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans condition préalable. En outre, ce texte a vivement exhorté la RDC et le Rwanda à reprendre les pourparlers diplomatiques, soutenu toutes les initiatives et contributions à cette fin et réaffirmé le rôle crucial des processus de Luanda et de Nairobi. L'engagement en faveur d'un cessez-le-feu pris Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha n'a pas produit des effets. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Selon l'ONU, des dizaines de civils ont été tués ces 2 derniers jours lors d'affrontements à Walikale, au nord Kivu. L'Éthiopie ne veut pas de guerre avec l'Érythrée, déclare le Premier ministre. L'Éthiopie, pays enclavé, n'a pas l'intention de déclencher une guerre avec l'Érythrée voisine pour avoir accès à la mer, a déclaré le Premier ministre du pays, Abiy Ahmed. Une déclaration antérieure, en 2023, selon laquelle avoir un port maritime était une « question existentielle » pour la nation a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que l'Éthiopie en prenne un par la force. Les commentaires d'Abiy au Parlement jeudi sont intervenus dans un contexte de nouvelles inquiétudes selon lesquelles les voisins, qui ont eu des relations conflictuelles dans le passé, pourraient être à nouveau impliqués dans un conflit.
Le Premier ministre a déclaré que la question de l'accès à la mer pour la nation enclavée la plus peuplée du monde devrait être résolue par la diplomatie et le bénéfice mutuel. Notre intention est de négocier sur la base du principe du donnant-donnant. Ce dont le peuple érythréen a besoin, c'est de développement, pas de conflit. Notre objectif n'est pas de nous battre, mais de travailler ensemble et de grandir ensemble, a-t-il déclaré. Il a néanmoins souligné que les discussions autour d'un port maritime ne devraient pas être tabous et que les normes mondiales soutiennent l'idée que les grandes nations ont besoin d'un accès maritime. Ces dernières semaines, des craintes ont été exprimées quant à une reprise de la guerre dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, avec l'implication possible de l'Érythrée. Une guerre civile de 2 ans, qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, a pris fin en novembre 2022, mais certains éléments de l'accord de paix ont commencé à s'effilocher alors que les politiciens du Tigré se sont disputés. L'Érythrée a été accusée d'interférer dans les divisions politiques internes de la région. Jeudi dernier, le président par intérim du Tigré, Getachew Reda, a accusé ses rivaux de collusion avec l'Érythrée, qui avait auparavant soutenu le gouvernement fédéral éthiopien pendant la guerre civile. Nous avons des raisons de croire que des acteurs extérieurs sont impliqués, a déclaré Getachew, affirmant que l'Érythrée considère les troubles au Tigré comme une opportunité pour ses propres intérêts. Cependant, le ministre érythréen des Affaires étrangères, Osman Saleh, a rejeté ces allégations, déclarant mardi aux diplomates dans la capitale, Asmara, que son pays rejetait catégoriquement toute affirmation selon laquelle il serait impliqué dans les tensions dans le nord de l'Éthiopie. Mais la semaine dernière, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gédéon Timothéo, a déclaré aux diplomates à Addis Abeba que son gouvernement soupçonnait l'une des factions du Tigré d'avoir des liens avec l'Érythrée, sans toutefois fournir de détails précis. L'Érythrée a fait sécession de l'Éthiopie dans les années 1990, ce qui a entraîné la perte de l'accès direct de l'Éthiopie à la mer. À partir de 1998, les deux pays se sont livrés une guerre frontalière qui a duré 2 ans. Les relations ont finalement été normalisées en 2018, après l'arrivée au pouvoir d'Abiy en Éthiopie, mais de nombreux changements qui en ont résulté ont depuis été annulés.